L'actualité à la une ce soir, la montée des couleurs et la semaine de la citoyenneté, un moment de communion nationale. Occasion de se rassembler autour des symboles de la nation, le drapeau et l'hymne national. C'est aussi un moment de rappel des valeurs républicaines telles la liberté, l'égalité et la fraternité. Au Premier ministère et dans plusieurs institutions ce matin, les agents et responsables ont consacré à la tradition, images et ambiance à suivre en début de journal. Dans le journal également, opérations de retrait et de réinsertion socio-économique des personnes déplacées internes et autres personnes vulnérables en situation de mendicité dans la ville de Ouagadougou, logées irrégulièrement à la partie sud du mur de l'aéroport de Ouaga. Près de 300 personnes déplacées internes recensées sur le site de l'aéroport sont relogées sur un site aménagé à Yagma. Images et commentaires à suivre dans ce journal. Comment s'occuper des personnes malades mentales? L'équation n'est pas souvent aisée. À Bobo Dioulasso, des initiatives privées sont en cours pour travailler à la réinsertion sociale des personnes malades. De quoi s'agit-il exactement? On en parle dans ce 20h. Et l'invité de ce 20h, ce serait le ministre en charge de la recherche et de l'innovation, le professeur Adima Chombiano, vient nous parler du FERCIT 2023. Et pour notre feuilleton, une semaine à... Nous déposons nos valises cette semaine à Tiébélé, dans le Naouri. Cette localité du pays Kassena, qui a d'importants échanges commerciaux avec le Ghana. Cette semaine, tout sur la ville de Tiébélé. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Cela dit, ce lundi 23 octobre 2023, le Burkina Faso célèbre la montée des couleurs, cérémonie officielle qui marque le lancement de la Semaine nationale de la citoyenneté. Cette année, la semaine se tient du 23 au 27 octobre sous le signe du patriotisme moteur de la résilience nationale. Le début de la semaine s'est donc matérialisé au Premier ministère par la montée des couleurs avec le chef du gouvernement en tête, Chantal Ouedraogo Rojekam. À l'unisson et dans la concorde, la primature rend hommage à l'emblème de la liberté et de la fierté. Le drapeau qui flotte au-dessus de la nation burkinabé représente tout un combat enclenché par le pouvoir révolutionnaire du capitaine Thomas Sankara. Une lutte réappropriée par la transition actuelle. Le vert de l'actuel drapeau traduit les richesses de la nature qu'il faut préserver par le sacrifice du sang rouge pour que rayonne l'étoile jaune de la prospérité et d'un avenir radieux. Le régime de la transition, avec le capitaine Ibrahim Traoré, est venu pour redonner au drapeau les vertus qu'il avait perdues dans les cœurs et dans le comportement. Il s'agit de jeter les bases d'un Burkina nouveau. Un renouveau que la transition entend imprimer pour transformer la société burkinabé. Beaucoup, sentant venir des réformes qu'ils ne souhaitent pas, font feu de tout bois pour abattre le régime de la transition. Quoi de plus normal dans un pays où, pendant que certains se battent pour l'avenir du pays, d'autres se battent pour leur avenir personnel. Le chef du gouvernement met en garde et interpelle à toutes et tous à se ranger en ordre de guerrier pour sauvegarder la patrie et ses valeurs. Il revient à ceux qui s'identifient dans les réformes initiées ou projetées par la transition de se dresser pour la défendre. Je reprends. Il revient à ceux qui s'identifient dans les réformes initiées ou projetées par la transition de se dresser pour la défendre. C'est alors que nous mériterons du drapeau de la révolution sankariste. Un enseignement à méditer tout au long de la semaine dédiée à la promotion du civisme et de la citoyenneté et à intégrer pour toujours. Foi du Premier ministre Apollinaire Joachimson, qui est l'âme de Tambela. À l'ALT, l'Assemblée législative de transition également, même tradition respectée, le président de l'institution en tête, les agents et autres personnels ont procédé à la montée des couleurs. Une occasion de rappeler l'engagement de tous pour la défense de la patrie. Jean-Eudes Bayala, Mariama Tamboura.
Il est 7h30 à la représentation nationale. Députés et personnel parlementaire, tous prêts pour accomplir le rituel d'allégeance au drapeau national. Ce coup de sifflet donne le ton et l'hymne de la victoire accompagne la montée de cet emblème national. Dans son adresse à ses collaborateurs, le président de l'Assemblée législative de transition salue l'engagement des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie afin que le drapeau national continue de flotter sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Le drapeau représente l'emblème de notre nation. Chaque matin, quand nous arrivons à la représentation nationale et nous voyons le drapeau monter et flotter dans le ciel de la représentation nationale, nous sommes fiers car cela nous rappelle les sacrifices de nos forces de défense et de sécurité, les sacrifices de nos VDP pour que le Burkina Faso reste debout. Comme vous le savez, dans le contexte sécuritaire difficile, de plus en plus, nos FDS et nos VDP se sacrifient afin que ce drapeau arrive encore à flotter et surtout aussi de saluer la résilience de nos populations. La journée nationale du drapeau marque le lancement des activités de la Semaine nationale de la citoyenneté, CENAC 2023. Une semaine qui a pour objectif d'amener les populations à s'approprier et à assumer l'identité burkinabé. La CENAC 2023 se tient sous le thème « Citoyenneté en action pour la reconquête de l'intégrité du territoire national ». Et au bâtiment administratif à Ouagadougou, la journée du drapeau a été un moment de communion et de respect des symboles de l'État. Une image là-bas qui reste gravée dans les mémoires. Les agents, responsables et ministres en chœur ont chanté l'hymne de la victoire tout en regardant dans la même direction, celle du drapeau qui flottait tout en faisant le mouvement ascendant. Rasmane Zoundi, bienvenue dans ça. Respect au drapeau en l'honneur de tous les filles et fils de Faso qui ont payé le sacrifice suprême pour le triomphe de notre liberté et de notre dignité. La journée nationale du drapeau et des autres symboles de Faso rampe de lancement de la 20e CENAC, la semaine nationale de la citoyenneté, placée sous le sceau de la reconquête du territoire national. Depuis l'édition de 2016, la CENAC nous offre l'occasion de magnifier davantage les symboles de notre patrie et de rappeler leur importance à travers la célébration de la journée nationale du drapeau et des autres symboles du Faso. Le rituel d'allégeance au drapeau est un exercice qui suffit pour nous convaincre de la particularité que représente le symbolisme du drapeau et de sa place parmi tous les symboles de la République. Du ministère en charge de la justice à celui en charge de la communication, une mobilisation digne de l'attachement des collaborateurs ici présents aux valeurs sociales burkinabè. Qui connaît ce peuple et son histoire sait que c'est un peuple combatif, courageux et résilient à toute épreuve. Le contexte sécuritaire et humanitaire dans lequel se tient la journée nationale du drapeau cette année doit donc éveiller en chacun de nous le sursaut patriotique et nous faire comprendre que c'est au prix d'efforts et de sacrifices que nous pourrons résister à l'adversité, la vaincre et poursuivre ensemble l'œuvre de construction de notre chère patrie. Activité majeure de la 20e semaine nationale de la citoyenneté, cette journée nationale du drapeau et des autres symboles se veut rassembleur de tous les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur autour de l'idéal de dignité, d'unité, de justice et de progrès. À Bobo Dioulasso, même rituel respecté au lycée mixte de la ville, contexte national oblige, la semaine de la citoyenneté est placée sous le signe des actions de reconquête du territoire. Siriki Milogo, Saturne Paré sur place à Bobo. Tous mobilisés dans un même esprit, corps constitué et membres de la communauté éducative des Hauts-Bassins, manifestent leur patriotisme. Moment de sensibilisation et d'interpellation sur les valeurs fondatrices de la nation burkinabé.
Et voilà, ce qui donne le ton de la Semaine nationale de la citoyenneté. Cette semaine représente vraiment beaucoup. Il faut être d'abord fier d'être burkinabé, vraiment être un bon citoyen, ne pas faire des trucs un peu dans la vente à soi, être vraiment quelqu'un de consciencieux. Cela représente beaucoup pour nous car c'est une semaine qui nous apprend qu'on doit défendre notre patrie en tout lieu avec intégrité et honnêteté. Cette cérémonie de montée de couleurs est également une occasion d'appeler tous les Burkinabés à s'approprier leur identité. Les actes que nous posons aujourd'hui impacteront la conduite de nos enfants de demain. En tant que dignes héritiers, poursuivons inlassablement l'œuvre de nos illustres dévanciers tout en la perfectionnant pour les générations futures. Plusieurs activités sont inscrites au menu de la 20e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté. Il s'agit entre autres de jeux concours, d'opérations de salubrité et de conférences sur le civisme économique. Justement, en parlant de citoyenneté, le respect du civisme est également un acte louable de patriotisme, surtout le civisme fiscal chez les commerçants. Ceux du centre sont donc en formation, histoire d'être sensibilisés à payer leurs impôts. Adama Guiti, Philippe Ada pour les commentaires. Un acte incivique peut en cacher un autre, celui d'ordre fiscal. Cette gangrène qui ronge l'économie du Burkina. Chaque année, ce sont environ 100 milliards de francs CFA qui échappent au filet du fisc selon les services des impôts. Le phénomène sévit dans les marchés Zeyar. L'exception est ici à proximité du grand marché de Ouagadougou. Les sieurs Sabou et Souri, deux collaborateurs, ont les bons réflexes. Moi, je paye mes impôts. Je sais à jour de mes impôts tous mes civisme là. Et puis, on a un truc aussi de règle de notre Caisse nationale de sécurité sociale. Un exemple à bonifier davantage. Ouabou Sabou doit prendre part ce matin à une conférence sur le civisme fiscal qu'organise le ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique au profit des commerçants des marchés Zeyar de la région du centre. Nous sommes à la Semaine nationale de la citoyenneté. Cette conférence vise vraiment à outiller les commerçants des marchés IA sur ce qu'on a appelé le civisme fiscal, le civisme économique, savoir que ces impôts, qu'ils le sachent, servent en réalité à construire nos routes, à construire des écoles pour nos enfants, à construire des hôpitaux pour nous et pour nos enfants, et à construire un Burkina Faso plus prospère. Deux communications à retenir pour la circonstance, en vue d'encourager et inciter les commerçants à payer leurs impôts et à participer à l'effort de guerre. Le but est atteint. Avant, je ne comprenais pas. Mais depuis, ça fait 2 fois que je suis la formation. J'arrive à comprendre et je paie vraiment les impôts. Et tout ça se passe bien. Ça peut développer le pays. Donc, je conseille les autres de faire la même chose que nous. Cette conférence est l'une des activités majeures de la Semaine nationale de la citoyenneté qui va de ce 23 au 27 octobre sous le thème « Citoyenneté en action pour la conquête de l'intégrité du territoire national ». La rencontre avec les commerçants est une innovation dans l'agenda de cette activité du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique. On en vient à l'invité de ce journal, le ministre en charge de la recherche et de l'innovation, professeur Adima Tchombiano. Il vient nous parler du FERCIT, le Forum de la recherche scientifique et de l'innovation 2023 qui s'ouvre demain à Ouagadougou. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Merci de venir nous donner des éclairages sur le FERCIT, ce rendez-vous des chercheurs qui cherchent et trouvent. Absolument. D'abord, je dis merci de nous donner cette occasion de parler du FERCIT, le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques, qui est en réalité une biennale. Une biennale qui est donc co-organisée entre notre ministère, notre département et celui en charge du commerce. Alors il faut dire que le FERCIT, c'est un espace où convergent, je dirais, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les innovateurs et les inventeurs. Et de l'autre côté, également les utilisateurs
de ces résultats de recherche. Et il faut dire que ce FAIRCIT a été créé par décret depuis le 19 septembre 1995. Et cette année, nous sommes heureux véritablement de tenir cette session qui va en droite ligne avec les défis du moment. Alors, entre autres objectifs que nous fixons donc dans ce FAIRCIT, c'est de créer cet espace de rencontre entre ces acteurs, de pouvoir leur présenter les différents résultats de recherche et notamment de leur permettre de s'approprier ces résultats et de les valoriser en termes de mise en œuvre de ces résultats de recherche sur le terrain en vue donc de booster le développement socio-économique du Burkina Faso. L'autre objectif qui est également important, c'est de pouvoir inculquer cette culture scientifique au niveau de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, je pense que quand on regarde certaines disciplines scientifiques, on a un réel déclin. Comment susciter donc cet engouement au niveau de la jeunesse? Ça, c'est une de nos priorités au niveau du FAIRCIT. Et également, un autre objectif qui nous semble absolument important, c'est permettre à la recherche de jouer son rôle au sein de la société, à savoir le moteur de développement de cette société. Donc voilà, entre autres objectifs pour lesquels nous tenons ce FAIRCIT. Justement, ce rendez-vous du donné, de la valorisation, de la vulgarisation est très important pour notre pays qui l'organise depuis un moment. Mais est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de son intérêt? Peut-être, vous l'avez dit, il n'y a pas que seulement le développement, mais il y a aussi ce transfert de technologie, par exemple. Exactement. Je pense que le FAIRCIT, c'est véritablement un espace de transfert de technologie. Mais au-delà de ce transfert de technologie, c'est véritablement de permettre à tous ceux qui peuvent mettre en exergue ou qui peuvent utiliser ces résultats de recherche de pouvoir s'en approprier. Je vous donne un exemple. Alors aujourd'hui, pourquoi nous avons choisi donc d'axer nos réflexions sur les défis humanitaires. Vous savez qu'avec la situation de la crise sécuritaire que nous vivons, et entre autres défis que nous avons, c'est les problèmes sanitaires, les problèmes d'alimentation. Et avec la recherche, beaucoup ignorent la capacité qu'ont nos chercheurs à pouvoir proposer des solutions endogènes et durables. Et si je prends le seul secteur de l'agriculture, vous pouvez vous imaginer qu'au Burkina Faso, dans ce contexte de crise sécuritaire, nous avons des chercheurs qui ont pu mettre au point des variétés performantes et qui peuvent permettre de résoudre en même temps les questions d'alimentation humaine et les questions d'alimentation animale. Et il y a par exemple un exemple que je donne, c'est le cas par exemple du niébé, qu'on appelle Texongo en Morée. Alors Texongo a la capacité de permettre d'avoir un rendement en termes de graines de niébé d'1,5 tonne à l'hectare, mais en même temps, pour le fourrage, permet d'aller jusqu'à 9 tonnes pour le bétail. Donc cela montre véritablement que la recherche peut quand même apporter des solutions très importantes donc, pour résorber ces problèmes de crise sécuritaire au niveau du Burkina. Vous l'avez dit, professeur, cette année, le thème porte sur les défis humanitaires en Afrique, la contribution de la recherche scientifique et de l'innovation pour les solutions durables. Et pourquoi ce thème? Alors, la question que nous nous sommes posée, est-ce qu'il est normal qu'un pays traverse des moments, traverse des épreuves et que la recherche soit mise donc de côté? Et je pense que l'un des rôles clés de la recherche, c'est de contribuer à la recherche des solutions aux problèmes du moment. Et l'un des graves problèmes que vit le Burkina, et d'ailleurs dans la sous-région, c'est en lien donc avec la crise sécuritaire, c'est naturellement la crise humanitaire. Donc il était important pour nous de nous pencher sur cette question et de présenter donc aux différents acteurs qui peuvent valoriser ces résultats de recherche qu'il y a des résultats très intéressants qui ont déjà été obtenus dans ce sens et qui peuvent nous permettre véritablement de juguler ces problèmes donc liés aux défis sécuritaires. Et donc je parlais tantôt donc du secteur agricole, mais il y a aussi au niveau de la santé, il y a beaucoup de travaux qui ont été effectués et dont les résultats vulgarisés. Exactement. Oui, vous l'avez dit, des chercheurs viendront d'Afrique, mais aussi d'Europe. Mais il n'y a pas que les chercheurs, il y a aussi ceux qui s'intéressent aux résultats des recherches
Tout à fait. Dans le sens de les vulgariser, mais aussi dans le sens de les rendre actives. Oui. Alors, ce qu'il faut dire, la spécificité du FAIRCIT, c'est de permettre à ce monde de la recherche de pouvoir, je dirais, rendre leur langage digeste au niveau des autres acteurs, au niveau des autres maillons du développement. Donc, pour ce qui concerne les utilisateurs potentiels, c'est pour cela que nous co-organisons avec le ministère en charge donc, du commerce, parce que notre ambition, c'est de faire en sorte que toutes ces entreprises qui sont sur place puissent s'approprier ces résultats et pouvoir donc les mettre en œuvre au niveau de leurs activités. Donc, pour nous, ce FAIRCIT, ce n'est pas seulement un espace pour les chercheurs. Non, au contraire, c'est vraiment une plateforme de rencontre entre ceux qui ont mené ces travaux de recherche, qui ont obtenu des résultats substantiels et qui peuvent les mettre donc à la disposition des autres maillons de la chaîne du développement. Et à partir de demain, qu'est-ce qui va se passer? C'est des rencontres, c'est des discussions, c'est des expositions, c'est quoi concrètement? Alors, à partir de demain, il y a naturellement d'abord la cérémonie d'ouverture qui se tiendra donc sous le haut patronage du chef de l'État. Mais l'essentiel des activités, c'est naturellement une aire d'exposition. Et ce qui est spécifique cette année, nous avons retenu essentiellement les technologies et les résultats qui sont à un niveau de maturité élevé. Donc, il ne s'agit pas de venir exposer des projets, mais pour nous, c'est des solutions déjà prêtes à être consommées. Abouties. Exactement. L'autre aspect, c'est naturellement aussi les communications que nous avons et naturellement aussi les espaces que nous allons créer pour le réseautage, pour permettre donc aux différents acteurs de pouvoir échanger et de pouvoir donc prolonger ce FAIRCIT à travers les activités qu'ils auront à mener par la suite. Et vous parlez d'innovation en disant que ce n'est pas seulement exposer, mais aussi rendre plus active ce qui est exposé. Est-ce qu'il y a d'autres innovations peut-être qu'on peut relever? Oui, je crois que ce qui est vraiment particulier cette année, notre ambition c'était aussi de faire en sorte que ce FAIRCIT puisse donner la possibilité à toute la diaspora de pouvoir contribuer. Et l'autre innovation, c'était aussi également de permettre à cette jeunesse de s'impliquer pleinement dans le FAIRCIT. Et c'est pour cela que nous avons déjà un camp d'incubation et nous avons un hackathon aussi qui est déjà organisé. Et l'autre spécificité, permettez-moi de le dire, c'est vraiment cette idée de pays invité d'honneur. Cette année, nous avons vraiment, je dirais, la chance d'avoir le Niger comme pays invité d'honneur, qui est déjà là, avec une équipe très forte. Et donc, c'est véritablement, je dirais, le moment pour le FAIRCIT de passer de l'échelle nationale à une échelle internationale. Parce que je pense que chacun peut se convaincre aujourd'hui que le FAIRCIT a vraiment dépassé les frontières et que les chercheurs qui en trouvent, on en trouve au Burkina, véritablement, et dans tous les domaines. Et pour terminer, certainement qu'il n'y aura pas que seulement les chercheurs intéressés, un appel pour que les gens puissent véritablement adopter ce rendez-vous. Oui, je pense que ce FAIRCIT n'aurait pas de sens si véritablement tous les autres maillons donc, de la valorisation de ces résultats n'étaient pas au rendez-vous. Donc c'est pour cela que nous lançons un appel véritablement à tous les opérateurs économiques de la place. Nous lançons également un appel à toute cette jeunesse de s'impliquer dans le FAIRCIT et de chercher à découvrir ces résultats de recherche. Et c'est également pour nous véritablement de remercier tous ceux qui ont cru en ce FAIRCIT et qui ont apporté leur contribution. Et vraiment, c'est une chance pour le FAIRCIT, enfin pour le monde de la recherche aujourd'hui, que les plus hautes autorités placent la recherche au cœur de leurs actions. Aujourd'hui, vous le savez, pour toutes les grandes initiatives, je crois qu'elles sont bâties sur des résultats de recherche. On a parlé tantôt de l'offensive, donc de l'initiative présidentielle sur la campagne agricole. Je pense que presque toutes ces initiatives sont basées véritablement sur l'utilisation des résultats de la recherche. Merci à vous, professeur Adjima Chombiano, d'être passé nous donner toutes ces informations sur le FAIRCIT 2023 qui s'ouvre demain. Merci d'être passé. Et vous restez avec nous pour la suite du journal. Et pour la suite du journal, direction Thomas, où les populations ont pu marcher cette semaine pour soutenir les actions de reconquête du territoire, mais aussi le pouvoir de la transition. Elles sont venues des communes voisines pour manifester donc leur joie quant aux actions de la transition actuelle. Maria Matamboura pour le récit.
Dans les rues de Thomas, les populations des communes de Gassan, Gossina, Kouni, Yaba et Yé. À travers cette marche-meeting, le Nayala salue les efforts de la transition burkinabé dans la lutte pour la reconquête de l'intégrité du territoire national. Nous demandons à la transition de nous venir toujours en aide et pour que chaque déplacé regagne sa conception. Tu es déjà chez toi, tu souffres. La pas si tu arrives. Nous prenons les efforts pour constater sur le terrain par nos RDS, nos VDP. Alors c'est aussi ça, les encourager. Après avoir arpenté quelques artères, une halte est marquée dans les locaux du Haut-Commissariat de la province. À l'autorité provinciale, les manifestants transmettent leur message. Nous, membres des organisations de la société civile de la province du Nayala, saluons l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré et tous les membres du gouvernement soucieux du bien-être des Burkinabés, en témoignent les discours héroïques, les partenariats francs et les actions concrètes pour la restauration du territoire perceptible partout dans le pays malgré les multiples difficultés. Nous appelons l'ensemble des populations des 6 communes de la province du Nayala qui sont Gassan, Gossina, Kouni, Thomas, Yaba et Yé et l'ensemble des Burkinabés à se donner la main et à former un bloc solide autour de la transition pour permettre au capitaine Ibrahim Traoré de réussir sa mission qui est la restauration du territoire national. La journée se termine ici par un match de gala opposant forces de défense et de sécurité et population civile. Symbole de promotion de valeurs comme le vivre ensemble et la cohésion sociale. Dans l'actualité ce soir, opération de retrait et de réinsertion socio-économique des personnes déplacées internes et autres personnes vulnérables en situation de mendicité dans la ville de Ouagadougou. Après la phase d'échange et de sensibilisation initiée depuis mars dernier, place à la phase relogement. Logés irrégulièrement à la partie sud du mur de l'aéroport de Ouagadougou, près de 300 personnes ont été recensées et sur le site de l'aéroport donc, et ils ont été relogés sur un site aménagé à Yagma, à la périphérie de Ouagadougou, ce 23 octobre. Et sur le site bénéficie de formation professionnelle pour aussi être autonome. Rasmane Zoundi, Jérôme Tendano. Fini la mendicité aux abords des carrefours de Ouagadougou pour Aminata. Identifié avec 300 autres personnes, déplacées internes et vulnérables, dans cette zone à habitat spontané au quartier Kalgondi de Ouagadougou, elle rejoint volontairement la commune de Yagma pour être relogée temporairement sur ces sites aménagés par le ministère en charge de l'action humanitaire. Je suis natif de Déou. Je suis très content de l'action du gouvernement aujourd'hui. Ils ont promis de nous accompagner dans la formation des métiers pour qu'on puisse quitter les rues. Si on a de quoi se prendre en charge, qu'est-ce qu'on va chercher dans les carrefours? Nous sommes mieux logés ici par rapport au site de Kalgondi. Ici, on a de l'eau et des toilettes bien aménagées. Moi, tout ce que je demande, c'est de l'accompagnement pour faire le métier de lavage auto. C'est le fruit d'un processus enclenché depuis mars dernier. Pour l'année 2023, 600 personnes sont enregistrées pour participer au processus de retrait et de réinsertion socio-économique. L'objectif final et ultime là, c'est qu'on ne veut plus voir ces personnes en situation de mendicité sur les grandes voies de la ville de Ouagadougou. Et je voudrais ajouter qu'il y a des mesures d'accompagnement que l'État a prévues, voilà, pour leur formation, pour leur réinsertion sociale. Et chacun a pu faire une option du domaine d'activité où il souhaiterait un accompagnement. Et des mesures sont également prises dans ce sens. Après 8 mois de sensibilisation, le chef du département de l'action sociale se veut désormais ferme. Diverses opportunités de réinsertion sont offertes par le gouvernement et les personnes déplacées internes doivent les saisir, prévient Nandi Somi. Et la Fondation Tadlid a procédé le 21 octobre dernier à la remise de vivres aux personnes déplacées internes et leurs hôtes
de Komsilga et de Gorom Gorom. Ce geste a été rendu possible grâce au soutien de la communauté Saint-Didio. Roger Kam, Pinidie Yanou. Une remise symbolique de sacs de riz à des personnes déplacées internes et vulnérables de la commune de Komsilga. Par cette action, la Fondation Taltid manifeste sa solidarité à l'endroit de ces hommes et femmes vivant dans des conditions difficiles. Environ 120 sacs de riz vont être partagés à 120 bénéficiaires. C'est vraiment de venir en aide aux populations, voilà, les aider, voilà, à avoir de quoi manger pendant quelques mois au moins, parce que il y a des déplacés un peu partout dans la ville de Ouagadougou et dans certaines communes. Et on s'est rendu compte que les déplacés de Komsilga n'avaient pas d'appui. Les autorités de la commune de Komsilga et le représentant de ses bénéficiaires expriment leur reconnaissance à l'endroit des donateurs. Nous sommes très émus ce matin de recevoir ces dons de la Fondation Saint-Egidio qui est venue être animée par l'association Tadit. Voilà, c'est un honneur pour nous. Et je leur signifiais que c'est venu jouer notre rôle régalien qui est de veiller sur la population de Komsilga, sur leur bien-être. Donc c'est une de nos tâches régaliennes qu'ils viennent d'accomplir ainsi. Et ça nous va droit au cœur. Dans la même dynamique de soutien, la Fondation Taltit et son partenaire remettent également 9 tonnes de vivres aux personnes déplacées internes et autres vulnérables de la commune de Gorom Gorom, province de Loudalan. Autre titre de l'actualité ce soir, comment s'occuper des personnes malades mentales. L'équation n'est pas souvent aisée, mais à Bobo Dioulasso, des initiatives privées sont en cours pour travailler à la réinsertion sociale des personnes malades. Mais malgré ces initiatives, c'est surtout l'acceptation de la société qui complique la tâche de ces bonnes volontés. Pourquoi une telle méfiance? Quel danger représentent ces personnes malades? On en parle avec Adama Julien Dambélé, sur place à Bobo. Inoussa Ouedraogo a fait l'expérience de la maladie mentale. Au bout de 24 mois de thérapie, cet ancien pensionnaire du centre Notre-Dame de l'Espérance a été déclaré stable. Aujourd'hui, il a retrouvé sa famille et aide son frère dans le commerce de bétail. C'est l'activité que je menais avant ma maladie et je suis revenu auprès de mes frères pour travailler. Quand on souffre de troubles mentaux, on a besoin d'être actif parmi les autres pour se sentir bien. Son état s'est amélioré au plan somatique et psychiatrique. Et nous avons vu qu'il est quand même apte maintenant qu'il puisse repartir en famille. Maintenant, avant qu'il ne parte en famille, on a eu beaucoup d'échanges avec ses parents pour les faire comprendre quand il va revenir, comment il faut se comporter avec lui. Si Inoussa a bénéficié de la compréhension et de l'assistance de son entourage tout au long de sa maladie, beaucoup n'ont pas cette chance. Ils sont la plupart du temps stigmatisés et isolés par la société. Ma maladie a commencé quand j'avais 25 ans. Je ne dormais pas. J'entendais des voix des personnes qui me parlaient. La maladie mentale est comme une double souffrance. Il faut se battre contre le regard, le rejet, la méfiance et la peur de la société. Une maladie mentale est une perturbation de la vie d'un individu. Et cette perturbation peut porter sur les pensées, ça peut porter sur les émotions ou sur les comportements. Selon le docteur Yelemou, le rejet des personnes souffrant de maladies mentales par la société est dû à l'ignorance et l'incompréhension du mal. Cette attitude s'appuie le plus souvent sur certains comportements du malade dans sa phase de manifestation. Il y a des gens qui ont été agressifs verbalement, ils ont même agressé physiquement d'autres personnes. Il y a des hallucinations qui ont fait qu'il y a des gens par exemple qui peuvent manger des déchets. Quand on voit ça, lorsque la personne devient normale, les gens ont encore en image ce que la personne était quand elle avait la maladie mentale. La mise à l'écart, la méfiance et même parfois le dégoût sont autant de pressions sociales qui compliquent davantage la guérison des personnes atteintes de maladies mentales. L'association 5 Amis de l'Hélice tente d'y remédier depuis 2014. L'accueil est préparé par la récupération. Puis la personne reçoit une consultation spécialisée d'un psychiatre qui pose un diagnostic et oriente sa prise en charge. Donc toute cette première étape est complétée par un grand lot de thérapies complémentaires qui consistent en activités, en vie sociale. Ici,
Le suivi s'étend parfois jusqu'à 24 mois. Et au bout, les pensionnaires sont évalués selon des critères bien établis qui tiennent compte de leurs aptitudes. Il y a des critères avec le psychologue et le psychiatre qui déterminent le niveau de stabilité d'une personne, mais c'est tout le parcours qui détermine ces critères-là, de comment on l'a récupéré, dans quel état était la personne, quel a été son niveau d'évolution. L'abbé Emmanuel Nabaloum ajoute qu'à la fin de la thérapie, il ne représente aucun danger pour la société. Malheureusement, le regard social demeure le plus souvent le même à leur encontre. La communication, la sensibilisation a permis de changer le regard des populations sur les personnes vivant avec le VIH. Nous pensons aussi que si les actions sont menées, bientôt le regard va changer sur les malades. Mon vœu le plus cher est que la maladie mentale soit un jour considérée comme les autres maladies. On ne se cache pas du diabète ni du paludisme. Mais pourquoi on doit se cacher de la maladie mentale? Pour changer la donne, l'Organisation mondiale de la santé a institué chaque 10 octobre Journée mondiale de la santé mentale, une occasion de sensibiliser l'opinion publique sur les questions de santé mentale et susciter du même coup un regain d'intérêt à la cause des personnes souffrant de troubles mentaux. On en vient à notre feuilleton Une semaine à Tiébélé. Nous sommes dans la province du Naouri. Tiébélé, une localité touristique avec un peu plus de 60 000 habitants. Cette ville du pays Kassena a d'importants échanges commerciaux avec le Ghana voisin. Carte postale avec Konsoum Koulibaly et Sonia Kopti. Une localité à caractère fortement touristique, la circonscription administrative de Tiébélé est créée en 1959. Devient une subdivision en 1962, un cercle en 1964 et une sous-préfecture en 1974. En 1983, Tiébélé est érigée en département. Cette localité est également une commune. Elle est située dans la région du centre-sud, province du Naouri, et est vaste de 387 km² qui compte 67 villages. Elle est limitée à l'est par les départements ou communes de Zeko et Ziou, à l'ouest par la commune de Pau, au nord par la commune de Gombouzgou, qui est dans la province du Zunouego, et au sud par la République du Ghana. Les habitants de Tiébélé sont estimés à 61 007 personnes selon le recensement général de la population et de l'habitat en 2019. Ils vivent essentiellement de l'agriculture, de l'élevage, de l'orpaillage, de la culture du piment et de la patate. En 2022, Tiébélé a produit près de 450 tonnes de piment et 6 000 tonnes de patates. Dire aussi que Tiébélé est une zone touristique, voilà, avec l'habitat Kassena, pour son architecture authentique, voilà, et belle, et particulièrement la cour de Tiébélé, qui est déjà un patrimoine national et qui est candidate pour être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans cette partie du Burkina, l'on consomme plusieurs produits ghanéens. Les échanges commerciaux avec le pays sont importants, principalement dans le village de Tangasogo à la frontière. Les petits commerces sont florissants et alimentent l'économie de la localité qui exprime certains besoins. D'abord, c'est vraiment l'amélioration de l'état des routes. Voilà. Et puis vraiment demander aussi l'appui, voilà, de tous ceux qui peuvent nous aider, voilà, à faire des établissements de masse, voilà, des actes d'état civil. Parmi les milliers de personnes vivant dans la commune de Tiébélé, plusieurs ethnies dont les Mossé, les Bissa, les Peuls et les Kassena. Les Kassena sont entre autres les Wangabou, les Poadiagé, les Oussalé, les Ada, les Kounidipe, les Anéyan, les Akwabou, les Nassara, les Bakango, les Luguru, les Batabé, les Kolié, les Zongobou, les Wanga et les Abassagé. Demain, retrouvez un autre épisode sur notre feuilleton sur Tiébélé. Le comité d'organisation du Salon du tourisme et de l'hôtellerie tient une édition spéciale du 26 au 29 octobre prochain sur le site du CIAO à Ouagadougou. L'objectif étant de faire la promotion du tourisme interne comme facteur de résilience. Face à la presse ce week-end, les organisateurs se sont voulus plus explicatifs. Hadi Sandamba.
Après 5 années de suspension, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou SITO et 3 années pour la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou Vitro place à une organisation conjointe cette année. Le SITO Vitro, une nouvelle trouvaille pour fédérer davantage les énergies et mieux promouvoir la destination Burkina Faso. Présenter les opportunités d'investissement touristique au Burkina Faso et en Afrique, de renforcer le partenariat et les relations commerciales entre les professionnels africains du tourisme, d'offrir un cadre de promotion et de réflexion sur le tourisme, de contribuer au développement du tourisme intracommunautaire et de renforcer la pratique du tourisme interne. Le SITO Vitro, qui se veut donc une édition spéciale, connaît des innovations majeures. La mise à la disposition des régions d'un pavillon à elles dédié dans l'objectif de leur permettre de présenter leurs spécificités touristiques et susciter la fréquentation sur les sites. Le retour du biotope, qui est une constitution d'un espace de présentation de quelques animaux sauvages afin d'attirer des curiosités. Placé sous le signe de la promotion du tourisme interne, facteur de résilience, le SITO Vitro se déroulera du 26 au 29 octobre prochain sur le site du CIAO. Le Niger est le pays invité d'honneur et l'Inde le pays parrain de cette édition. À 48 heures de l'ouverture, le taux d'occupation des stands s'élève à environ 80%, annonce le comité d'organisation. Voilà, on s'arrête là pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.